Bonjour à tous. Il est 10h03, on va pouvoir commencer. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire Pourquoi la data science est votre meilleur allié pour gérer la crise du Covid-19. Je m'appelle Noémie et je serai votre modératrice aujourd'hui. Avant de commencer, je souhaiterais simplement vous donner quelques indications techniques. Comme vous avez pu le voir, vous êtes tous en mute. Ça permettra de mieux gérer la session, étant donné que nous sommes nombreux. Si vous avez quelconque problème technique, mais également pour nous remonter toutes vos questions sur la présentation, des interrogations que vous pourriez avoir, etc., je vous invite à utiliser la section questions. N'hésitez pas, normalement, elle devrait être assez visible dans l'espace GoToWebinar. On répondra à toutes vos questions relatives au sujet d'aujourd'hui à la fin du webinaire, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos questions au fil de l'eau, évidemment. Pour information, vous avez certainement dû le noter, ce webinaire est enregistré. Voilà. Si vous avez quelconque question, du coup, n'hésitez pas à me les remonter. Sans plus attendre, je me permets d'introduire nos deux speakers du jour, qui sont Thibault Labarre, partenaire et lead MMO chez Equimetrix, et Abdelmounayim Deraz, senior manager et lead innovation chez Equimetrix. Simplement, en guise d'introduction, si vous ne connaissez pas du tout Equimetrix, c'est un leader européen en data science avec plus de 280 data scientists. Et nous accompagnons les entreprises dans la détection et la mise en œuvre de leur stratégie data-driven, notamment sur des problématiques de performance marketing, tout ce qui est MMO, prix, promotion, impact sur la marque, etc. Approche customer-centric, excellence opérationnelle et également la création de nouveaux produits et services. Je vous laisse la main, Thibault et Abdelmounayim. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, merci à tous d'être ici. On pensait intéressant d'introduire ce webinaire avec peut-être une visualisation de données qu'on n'a pas l'habitude de voir en ce moment, qui est le trafic routier journalier dans des grandes villes du monde. On trouve ça intéressant parce que c'est un bon proxy qui montre à quel point la crise elle impacte nos vies de tous les jours, mais aussi l'économie. Parce que le flux routier, ça veut dire les déplacements entre les personnes, mais aussi les flux commerciaux. Et on voit que toutes les villes du monde sont impactées. On voit aussi qu'il y a des situations qui sont très différentes selon les villes, avec des reprises qui peuvent avoir été plus rapides dans certaines zones du monde. Et ça crée aussi beaucoup d'incertitudes pour les décideurs, parce qu'il y a un besoin d'avoir des réponses adaptées aussi en fonction des régions du monde. Au-delà de cette incertitude régionale, on va dire, toutes les industries sont impactées. Mais elles sont impactées différemment. Aujourd'hui, vous n'avez pas les mêmes soucis si vous êtes dans l'industrie du tourisme et du voyage. On sait que c'est une industrie qui est complètement à l'arrêt. Les prévisions les plus optimistes sont qu'on aura un retour à la normale d'ici 2 ou 3 ans. Et ben, ça ne va pas être du tout les mêmes actions que vous allez devoir prendre si vous êtes dans la grande distribution, où là, l'objectif, c'est vraiment de retravailler vos opérations pour être sûr de réussir à servir les clients qui sont actifs. Donc, toutes les industries sont impactées et il y en a même qui réussissent à profiter de la crise. Donc, il y en a très peu, mais on peut penser à Netflix qui, forcément, avec le confinement et une nouvelle chronologie des médias, a un cours de bourse qui continue de s'envoler, ou encore à la livraison de frais. Donc, vous connaissez peut-être la société Instacart aux États-Unis qui est un grand acteur de la livraison de frais à domicile. Et ils viennent d'annoncer la semaine dernière le recrutement de 250 000 personnes dans les 2 mois qui viennent. Donc ça montre vraiment une explosion de la demande et un besoin pour ces acteurs-là de se réinventer. Et donc en face de cette crise, on a une contraction de l'économie européenne qui est annoncée entre 5 et 10 points. En 2020 et en 2021 et au-delà, l'impact reste incertain. Les prévisions en France sont de plus en plus pessimistes à force que le confinement se prolonge. Et heureusement ou malheureusement, ce n'est pas la première crise post-industrielle qu'on connaît. L'histoire moderne est ponctuée de crises mondiales qui ont des impacts plus ou moins différents. La différence de cette crise-là est qu'elle est caractérisée par l'abondance des données, l'abondance de nouvelles technologies, l'abondance de nouvelles compétences disponibles pour pouvoir voir l'opportunité dans le chaos. Et même s'il est très difficile de mener des comparaisons donc, entre cette crise, la crise de 2008, la crise des années 70, de plus en plus de personnes comparent cette crise à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc le plus important, c'est de prendre un peu de recul,
de voir quels enseignements on peut tirer des précédentes crises, que ce soit des crises financières, des crises de pandémie en Afrique ou en Asie, et notamment des données disponibles. Chaque entreprise doit pouvoir s'armer pour réagir et capitaliser sur ses propres données pour analyser le passé, le présent et tirer profit des données ouvertes, de l'historique des régions et des proxys qui sont à disposition. Donc cette crise, comme l'a mentionné Thibault, permet aussi de voir des opportunités. Notamment, on a sélectionné 2 exemples ici qui sont assez parlants. Pour un acteur d'automobile, donc PSA, si on essaie de voir le verre à moitié plein, ils ont réussi à accélérer certains de leurs projets qui étaient des projets phares à grands enjeux pour créer des opportunités. Donc PSA avait déjà entamé il y a quelques années la mise en place d'un bouton de commande en ligne des voitures. Néanmoins, cette commande en ligne n'était pas possible jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on pouvait commander la voiture, mais il fallait aller chez le concessionnaire, discuter avec le concessionnaire avant d'avoir un devis et pouvoir réellement acter la vente. Aujourd'hui, et dans un laps de temps très très faible, ils ont réussi à compacter donc la commande, la prise de commande et le devis en un seul bouton, et ils l'ont fait dans des temps assez records. Donc ça montre qu'il y a une opportunité à avoir dans cette crise et qu'il faut les saisir. Voilà, un autre exemple qu'on peut citer, c'est celui de Frichy. Donc on est encore sur un acteur de la livraison de frais. Frichy, c'est une société qui opérait uniquement à Paris au départ, avec la livraison de plats préparés le midi, et qui s'est ensuite développée sur la livraison de produits frais. Et bien là, pendant la crise, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étendu leur offre à la France entière. Donc c'était forcément quelque chose qu'ils avaient en tête, mais ils ont réussi à accélérer pendant la crise pour proposer leur offre sur tout le territoire, et ils ont aussi forcément recentré leur activité sur cette livraison de frais pendant les semaines qui viennent de s'écouler. Donc ça induit forcément à la fois une recherche d'opportunités, mais aussi une capacité à retravailler ces opérations pendant la crise. Et donc, dans cette crise, on le comprend, il y a énormément de décisions à prendre tous les jours qui peuvent avoir des impacts très forts sur l'avenir de votre entreprise. Et donc, les décideurs, ils sont forcément sous une pression forte parce que ces décisions, elles doivent être prises très rapidement en ce moment. Et nous, on est convaincus que la data science, elle doit être au service de décision, elle doit être un outil capital pour permettre aux décideurs de prendre ces décisions éclairées et les meilleures qui soient. Donc la crise, on le sait aujourd'hui, elle va avoir plusieurs phases. Vous devez voir beaucoup d'articles autour de ces formes de recovery en U, en V, en L. Bon, on espère tous que ça sera le plus proche du V, même si ça ne sera pas si simple. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a différentes phases dans la crise. Donc il y a le moment où on doit s'assurer qu'on préserve son cash, où on gère la crise. Et ensuite, il faut s'assurer que les investissements qu'on va faire, ils vont aussi permettre une phase de reprise et que les adaptations qu'on aura eues sur notre marché, elles vont nous permettre d'être des leaders dans le monde de demain. Donc nous, ce qu'on va essayer de partager avec vous aujourd'hui, c'est trois ou quatre use cases qu'on a travaillé avec des clients et qui nous ont permis de les accompagner à différents moments de la crise. Donc un premier use case où on va travailler sur une prévision de reprise des ventes et de vente de marché. Ensuite, on verra comment on peut adapter sa stratégie commerciale en temps de crise. Et puis, un use case transformatif sur la manière de se réinventer et de transformer son entreprise par la donnée. Et donc, le premier cas que je voulais partager avec vous, c'est un projet qu'on a fait pour un acteur du retail en Europe. Et l'objectif, c'était de réussir à faire des prévisions de marché et des prévisions de vente par pays. Donc, il y avait deux grands objectifs dans ce projet. Le premier, c'était d'améliorer l'efficacité opérationnelle de ces prévisions. On se doute bien que la société pour laquelle on travaillait, elle avait déjà des process en interne qui lui permettaient de faire ces prévisions. Le problème, c'était que à la fois, ça prenait beaucoup de temps. Il n'y avait pas forcément une cohérence dans la manière dont c'était appliqué entre les différents marchés. Et ces prévisions en plus n'étaient pas robustes. Donc vraiment deux objectifs de cette solution, améliorer l'efficacité opérationnelle et améliorer la robustesse des prévisions.
Donc, quand on commence un projet de data science, la première étape, c'est toujours de s'assurer qu'on comprend l'existant. On comprend les process qui sont en place, on comprend le secteur de l'entreprise, on comprend la manière dont ils travaillent et dont ils font les prévisions. Ça, c'est indispensable pour s'assurer qu'ensuite, on va faire des bons modèles. Pour faire des bons modèles, il faut aussi de la bonne donnée. On dit souvent shit in, shit out. Si vous n'avez pas de bonnes données, vous ne ferez pas de bons modèles. Et donc, le premier travail, ça a vraiment été de s'assurer qu'on mappait bien l'ensemble des données qui étaient disponibles. Donc, on a à la fois les données qui sont propriétaires de l'entreprise, les données de vente, les données clients, et qui sont indispensables à faire des modèles de prévision de vente. Mais c'est aussi très important de réussir à enrichir ça de données externes. Donc là, dans le cas présent, on avait besoin de données économiques, de données sectorielles. Pour vous donner quelques exemples, quand on parle du secteur du retail, on sait que les flux de touristes dans les grandes villes, c'est un indicateur, un proxy important de la demande. Donc ça, c'est une donnée qu'il faut réussir à scraper, qu'il faut réussir à récupérer, parce que ça va être très important dans les hypothèses qu'on va pouvoir faire pour nos prévisions. Donc une fois qu'on avait collecté toutes ces données, l'enjeu, c'est de réaliser notre modèle. Et pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de travailler sur des algorithmes de machine learning, vous avez une sorte de dichotomie entre la performance que vous pouvez attendre du modèle et son interprétabilité. Et donc, pour le dire un peu plus simplement, plus votre modèle va être performant et va permettre de faire des prévisions robustes, plus a priori on aura de difficultés à comprendre comment il travaille et quels sont en fait les choix qui sous-tendent cette modélisation. Et ça, c'est un problème en cas de crise, parce que vous avez beau avoir un modèle très performant qui prédit l'avenir, les décideurs ils vont avoir du mal à prendre des décisions avec un modèle dont on ne comprend pas comment il réfléchit. Et nous, c'est vraiment notre conviction chez Equimetrix, c'est que la data, en fait, elle a de la valeur uniquement si on l'enrichit d'une connaissance humaine, d'une expertise forte. Et donc, notre premier travail en tant que data scientist sur ce type de projet, c'est vraiment de réussir à travailler sur une couche d'interprétabilité, donc travailler sur les modèles les plus performants pour s'assurer qu'on aura des prévisions robustes, mais les enrichir, les hybrider avec des couches d'interprétation. Donc, c'est vraiment un travail important sur lequel Abdelmounaïm travaille beaucoup en tant que lead de l'innovation chez Equimetrix et qui va nous permettre à la fois d'avoir des prévisions robustes, mais aussi d'être capable d'expliquer à nos interlocuteurs quelles sont les raisons, quels sont les indicateurs qui sous-tendent nos prévisions. Et notamment sur cette couche d'interprétabilité nous permet dans des temps incertains comme en crise de sélectionner les bons scénarios en comprenant ce qui est sous-jacent à nos modélisations, effectivement. Et donc, dans un projet de data, une fois qu'on a choisi les méthodologies qu'on allait employer, vous allez travailler de manière réelle sur votre donnée. Et donc, souvent, on va avoir 3 temps. Il y a un premier temps sur la donnée historique sur lequel vous allez entraîner votre modèle. Donc, vous avez vos données d'input, la variable que vous voulez chercher à expliquer, et votre modèle apprend. Et quand vous pensez que vous avez un modèle qui est suffisamment bon, vous allez le tester, encore une fois, sur une donnée passée. Ça va vous permettre de vous rassurer sur la performance du modèle. Et ensuite, une fois que le modèle est satisfaisant, on passe sur notre phase de prédiction, c'est-à-dire qu'on travaille sur des prédictions, on les soumet à nos interlocuteurs et puis on voit ce qui se passe dans la réalité. Donc ça, on le comprend bien. Ce qui est compliqué forcément en temps de crise, c'est de se dire que si la crise arrive pendant votre phase de prédiction mais que vous ne l'avez pas dans votre apprentissage, forcément il va y avoir des changements structurels, des choses que vous n'avez pas pu anticiper. Donc là, première chose, il faut être très véloce, c'est-à-dire être capable d'itérer et de refaire apprendre le modèle en permanence pour capter les signaux faibles sur les marchés et avoir des prévisions qui s'ajustent au fur et à mesure. Mais parfois, ça ne suffit pas parce qu'en fait, on est dans le flou un peu trop longtemps et on doit quand même être capable de faire des prévisions scénarisées pour nos interlocuteurs. Et ce qu'on va chercher à faire, donc, c'est travailler avec eux sur des scénarios. Donc là, dans le cas présent, on a travaillé sur une trentaine de scénarios en prenant en compte les différentes hypothèses économiques, de flux de touristes qu'on a travaillé avec des experts chez le client. Et ensuite, on rentre tout ça dans nos modèles et on en sort 30 simulations. Ce qui nous permet d'avoir un champ assez large de risques et d'opportunités. Forcément, un décideur, vous n'allez pas lui donner
30 prévisions, parce que sinon vous rajoutez en fait de l'incertitude, vous rajoutez une masse d'informations qui est très compliquée de gérer. Et donc nous, notre rôle en tant que cabinet de conseil en data science, c'est d'être capable de faire ces scénarios, mais ensuite de proposer les plus pertinents. Et donc là, c'est ce qu'on a fait en proposant in fine 3 scénarios, un qui était le plus pessimiste, un scénario centré, un scénario optimiste. Et au fur et à mesure des semaines, en regardant comment évoluent les facteurs économiques, on est en mesure de réduire le spectre des possibilités. Et donc Abdou va vous présenter un exemple concret là, qui a été fait pour un acteur du retail. Et concrètement, pour donner un peu une illustration de comment c'est appliqué, comment ces prévisions sont appliquées, là on a un exemple de l'utilisation d'un proxy qui est les visites sur le site web de cet acteur du retail, qui avait une activité de plus de 95% sur du offline, donc hors site internet. Il n'y avait pas un fort taux de e-commerce. Et on les a accompagnés en faisant des scénarios de prévision donc de son activité et du nombre de visiteurs sur le site web, pour proposer 3 scénarios donc de reprise en nous basant donc sur des hypothèses à la fois de benchmark sur ce secteur d'activité, un algorithme prédictif qui est propriétaire et des hypothèses de reprise incluant l'expertise métier. Et cet acteur va utiliser ces prévisions pour notamment capter des signaux faibles d'une reprise, c'est-à-dire quand on va commencer à sortir de la zone rouge, ça veut dire que on a un nombre de visiteurs sur notre site web qui augmente, donc on commence à toucher un peu à la reprise économique post-confinement, et ensuite avoir aussi des cibles cohérentes pour leur activité à la fois digitale et offline, pour pouvoir se dire est-ce qu'ils sont dans la bonne voie, est-ce qu'ils vont droit dans le mur. Et ces hypothèses sont travaillées avec les opérationnels pour qu'ils adhèrent, pour qu'il y ait une adoption de cette méthodologie. Et il faut bien sûr prendre des hypothèses différentes. Ici, on l'a fait sur les pays du G5 plus la Russie. Donc, il y a des notions de souplesse en Allemagne, de confinement plus strict en France, en Espagne et en Italie, et une incertitude en Angleterre. Et donc, il faut prendre toutes ces hypothèses-là pour faire notre modèle et qu'il soit utile à la fin et utilisable par les opérationnels. Et donc là, on sait très bien que en cas de crise, le modèle ne sera pas forcément le plus juste. On va avoir une robustesse de prévision qui sera un peu plus faible. Mais on comprend bien que l'idée du modèle ici, c'est de nous éclairer dans les décisions, c'est nous faire faire les bons choix, et ça va pas forcément être dans la justesse absolue de la prévision, puisqu'on sait que de toute façon, il y a énormément d'incertitudes. Donc, on espère que ce premier cas vous a intéressé. Et le deuxième cas qu'on voulait partager avec vous, c'est la manière dont on a accompagné un acteur de la beauté très récemment, là, pendant la crise, pour l'aider à prendre des meilleures décisions marketing au fil des différentes étapes de la crise. Donc pour faire ça, on a travaillé avec lui sur un framework. Donc on a déjà partagé avec vous ces différentes phases de la crise, et ça implique d'avoir des points de focus différents selon l'endroit où vous vous placez. Donc on a travaillé avec ces modules, cette approche modulaire, où dans un premier temps, l'objectif était de se concentrer sur les efforts de cash à faire, s'assurer que vous pouvez aller prioriser vos investissements sur les clients qui sont encore actifs, qui sont loyaux. Ensuite, il y a un besoin aussi de travailler l'après et être en mesure de ne pas tout couper, mais de prioriser vos investissements sur les clients qui vont vous apporter de la valeur à long terme, sur les canaux médias qui vont vous permettre de renforcer votre image de marque. Et ensuite, il y aura un troisième temps, là on n'y est pas encore, mais dans lequel l'objectif, ça sera de comprendre les grands changements comportementaux qui ont eu lieu pour être en mesure de proposer les bons produits aux bons clients à l'avenir. Et donc pour faire ça, ce framework, on l'a enrichi et on a décidé de travailler à chacune de ces phases sur 5 grands piliers. Donc le premier, on l'a dit, c'est la marque. Dans le secteur de la beauté, c'est indispensable d'avoir une image de marque forte. C'est vraiment ce qui va faire que vous avez une demande naturelle, une baseline de vente qui est conséquente. Et donc, il y a un enjeu de réussir à travailler votre image de marque, même en temps de crise, pour travailler sur vos ventes à long terme. Les clients, on en a parlé. Il y a dans le temps 1, on veut vraiment s'assurer qu'on va mettre les investissements sur les clients qui sont actifs.
Et ensuite, c'est comment on travaille sur les clients qui sont loyaux et sur les clients qui auront une forte valeur. En termes de produits, on est à peu près sur le même genre de problématique. Dans un premier temps, focuser les investissements sur les produits, les catégories qui ont un potentiel pendant la crise. Mais à terme, ça peut aussi être comprendre les tendances sur le marché, comprendre les signaux faibles pour s'assurer que dans le développement de produits, vous allez proposer les produits qui vont vous permettre d'être un leader demain. L'online, ça se comprend bien, c'est surtout en cette période de confinement, c'est être capable de proposer une expérience omnicanale à vos clients. Vos clients, ils vont pas se déplacer en magasin, donc vous devez vraiment aller les chercher là où ils sont. Et puis enfin, le marketing planning, où là, on accompagne différents acteurs, et là, cet acteur de la beauté en particulier, sur la manière de réallouer ses budgets. Donc, on parle à la fois de choses très stratégiques sur la manière de réallouer les budgets entre vos grands investissements médias, promos, entre les pays, entre les gammes de produits, mais aussi des choses plus granulaires. Et on va commencer à parler d'activation média, de saisonnalité, etc. Si on rentre un peu plus dans le concret, j'aimerais partager avec vous la manière dont on a travaillé avec eux sur l'image de marque et l'importance de piloter ces arbitrages tout au long du funnel. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des modèles de marketing modeling qui nous permettent de mesurer l'impact d'une campagne média, sur les ventes. Donc, on sait qu'on va avoir des impacts à court terme. Souvent, c'est là que l'impact est le plus fort, mais qui vont aussi permettre de nourrir la baseline et donc la demande à long terme. Dans cette période de crise, forcément, l'impact court terme, il peut être réduit. Et ça peut pousser les entreprises à couper massivement leurs investissements médias parce qu'ils voient des ROI moins forts. Ça, on le comprend tout à fait, mais ça peut être aussi dangereux parce qu'en fait, vous allez aussi diminuer votre baseline, vous n'allez pas l'enrichir et vous allez avoir beaucoup de mal dans un second temps à travailler votre image de marque. Ça va demander des surinvestissements supplémentaires. Donc, il y a déjà cet enjeu de s'assurer qu'on ne coupe pas trop, qu'on continue à maintenir la baseline, mais aussi qu'on le fait via les bons canaux. Une des réponses classiques, ça peut être de dire, OK, tous mes clients sont aujourd'hui sur Internet et font leurs commandes en ligne, donc je vais couper tous mes investissements offline, donc je vais couper mes investissements médias en radio et en télé, parce que je sais que tous mes clients sont en digital. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut penser de logique, mais en fait, ça pose un problème parce que on sait que les médias offline vont aussi soutenir l'image de marque, qu'on a des effets croisés, des effets indirects, et que quelqu'un qui regarde une pub télé, ensuite il va pouvoir aller faire une recherche search, il va être activé par du display, et c'est toute cette somme d'activation qui va faire qu'à la fin il achète. Donc ne pas confondre le canal d'achat et le canal d'activation média. Et donc, dans un second temps, ce qu'on est en train de travailler avec eux, c'est la manière d'allouer les budgets médias pour le deuxième semestre, mais aussi pour l'année prochaine. Forcément, on a beaucoup de contraintes en ce moment, des contraintes entre les pays, parce que le redémarrage ne va pas forcément être le même dans toutes les zones. Il y a des pays dans lesquels vous avez une puissance de marque qui est plus forte, et donc vous avez envie de soutenir ça pour vous assurer que vous allez faire des chiffres conséquents. Et en même temps, vous avez des budgets médias qui sont en baisse parce que le cash manque un peu en ce moment. Et donc, l'enjeu ici qu'on a, c'est d'accompagner notre client dans la meilleure manière d'allouer ses budgets médias, à la fois entre les pays, entre ces catégories de produits. Donc là, sur le secteur de la beauté, comment vous allez supporter à la fois votre gamme de parfums, mais aussi votre gamme de crème, votre gamme de rouge à lèvres ou de mascara. Et à quel moment de l'année, à quel moment des mois, vous allez pousser vos activations médias. Donc là, on est sur des choses assez stratégiques dans cette approche matricielle où on regarde avant tout les catégories produits et les pays. Donc ça permet de définir les grands investissements. Et ensuite, la deuxième phase et qu'on a commencé à attaquer avec eux, c'est comment vous assurer que pour chaque campagne, elle est la plus efficace possible. Elle a les bons canaux médias à disposition pour activer les bons clients au bon moment. Donc là, c'est la deuxième phase qu'on est en train de travailler avec eux. Merci Thibaut. Donc, comme expliqué, il est primordial de faire les bons choix donc stratégiques afin d'aligner
à la fois les contraintes qu'on va avoir en temps de crise, donc de coupure budgétaire, de gestion du cash, mais il faut conserver aussi les besoins en image de marque et s'assurer qu'on crée cette relation, qu'on garde cette relation avec nos clients. Donc cette approche héroïste va être augmentée grâce à l'hybridation de méthodes par la connaissance de clients. Et nous, on a des clients qui ont commencé à nous contacter dès le mois d'avril pour nous demander comment faire en sorte de garder ce pool de personnes qui se connectent sur Internet parce que ils n'ont pas d'approche e-commerce, comment faire en sorte de garder la relation avec eux pour les activer quand il va y avoir une réouverture de leur magasin. Et ici, dans l'assurance, on a accompagné un de nos clients pour définir la valeur donc long terme de sa propre clientèle afin de rassurer, de créer le lien, de garder ce lien avec les clients les plus loyaux, les plus fidèles et qui ont le plus de valeur pour la marque. Et la première étape, bien sûr, c'est de pouvoir détecter ces segments à forte valeur afin de mieux les accompagner. Et on a développé pour faire cette approche une communication adaptée pour ces clients-là. Pour entrer dans le concret avec cet acteur, donc on a analysé à la fois les transactions et les canaux d'acquisition pour toute sa base de clients. Donc dans l'assurance, on a de plus en plus de souscriptions sur Internet. Donc les canaux d'acquisition peuvent être soit du web, soit du inbound. Donc c'est les clients qui contactent l'assurance par des call centers, ou du outbound. Donc c'est les agents qui vont contacter les clients pour pouvoir voir leurs besoins avec eux. Et on a pu définir grâce aux différentes transactions, aux différents besoins de cette clientèle, la valeur, ce qu'on appelle la CLV, donc la Customer Lifetime Value, qui va être une valeur sur du long terme pour toute la clientèle, donc en nous basant sur leur historique, sur les différentes assurances qu'ils ont prises et aussi sur les différents accidents qu'ils ont pu avoir par le passé. Ensuite, on a croisé ces différents segments, donc C1 jusqu'à C6, qui vont de la plus forte valeur à la plus faible valeur, donc des plus rentables aux moins rentables, avec les actions par levier. Donc on a pu comprendre si la télé avait un impact plus fort et quel spot télé avait un impact plus fort et quel message avait un impact plus fort pour le groupe C1, là où peut-être un spot ou un message avait un impact moins fort pour le C1 et plus fort pour le C6. Ça nous permet en temps de crise de bien choisir les canaux de contact pour nous concentrer donc sur les clients à plus forte rentabilité, mais ça nous permet aussi de répondre à des enjeux sur le secteur de l'assurance qui sont de plus en plus d'actualité, donc une digitalisation de plus en plus grande, surtout avec la crise. Ça avait commencé bien avant, mais les souscriptions sur Internet, les nouveaux acteurs, les startups qui disruptent ce domaine de l'assurance, donc il faut faire face quand on est une grande entreprise à ces différents défis, et aussi un shift du paysage du média vers le digital pour s'affranchir de la télé et donc choisir la télé pour les segments qui vont être à plus forte valeur. Ce qui nous a permis donc avec ce client de créer des plans médias, des plans d'action qui sont assez granulaires, contrairement à ce qui peut se faire par exemple dans les approches traditionnelles. Là, nous avions un plan d'activation qui prenait en compte à la fois le client, donc qui mettait ce client au centre, donc avec de plus en plus de prise en compte de ses nouveaux comportements, du profil des clients que nous avions analysés, mais aussi la rentabilité d'un autre côté. Donc, ça permet des arbitrages de plus en plus fins et de créer des programmes relationnels qui sont de plus en plus efficaces. Donc, une fois qu'on a vu donc comment mener des arbitrages pour les actions marketing, comment se concentrer sur les clients, nous voulions aussi partager un cas d'usage avec vous que nous avions commencé avant la crise avec un acteur du tourisme où l'objectif était de voir ici l'opportunité de faire bouger les lignes en ayant mis en place un socle technique, un socle humain important dans la transformation. Donc, au début de ce webinaire, on parlait de réinvention, on parlait d'accompagner certains des acteurs dans leur transformation, de la promesse de marque, de leur processus, de mener le changement avec eux pour
pour qu'ils soient prêts. Et là, la question, c'est comment faire en sorte qu'on soit prêt pour des challenges aussi grands et aussi challengeants que la crise du Covid que nous sommes en train de vivre. Et pour ce cas d'usage, nous avions accompagné un acteur du tourisme pour alimenter donc son plan stratégique et l'aider à la fois à booster son business, donc adapter une stratégie digitale centrée sur le client, gagner en efficacité sur les différents processus à la fois de contact, à la fois de prise de décision, et l'aider à mieux gérer donc, son capital, qu'il soit humain ou en assets ou en immobilier, avec des modèles plus innovants. Et le cœur de cette transformation était de développer leurs capacités en data science et en analytics en interne. Et c'est un travail que nous avons commencé donc en 2019 et qui continue aujourd'hui. Et plus, pour commencer cette approche, ce qu'on trouve intéressant de souligner, c'est qu'il s'agit d'aller au-delà des considérations traditionnelles. Les considérations traditionnelles en général, quand on fait de la transformation en data, c'est le côté technique, c'est de se concentrer sur les technologies, sur le challenge de méthodologie, d'aller trop dans le technique. Et pour avoir une vision globale de cette transformation, il faut voir la globalité des dimensions qu'il faudrait inclure dans cette stratégie, en commençant par aligner la stratégie globale de l'entreprise avec les initiatives et sélectionner les bonnes initiatives pour servir le business et non pas faire l'inverse. Nous avions plusieurs clients qui venaient nous voir lors d'appels d'offres, qui nous demandaient, voilà, j'ai mis 3 ans à mettre en place mon data lake, qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui? Il ne s'agit pas ici de prendre cette voie-là, mais de faire complètement l'inverse, c'est-à-dire commencer par définir les cas d'usage et ensuite construire le socle technique et le socle humain qui va aller servir ces cas d'usage. Et ces cas d'usage doivent être en lien avec la stratégie, avec l'étoile du Nord de l'entreprise. Ensuite, bien sûr, il faut s'attaquer au côté plateforme, au côté techno. Quelle est la roadmap qu'on va mettre en place? Comment mettre en place un data lake? Est-ce que je vais acheter les technologies ou bien les développer en interne ou bien les donner à des prestataires? Donc ça, c'est des questions qu'il faudrait bien sûr se poser au début de cette transformation. Et il ne faut pas oublier non plus d'embarquer toutes les équipes et de les aider à développer ces capacités en interne pour pouvoir driver l'adoption et driver aussi l'utilisation de ces nouveaux outils et de ces nouvelles méthodes. Et donc, bien mener le changement qui est la dernière dimension, c'est-à-dire favoriser l'adoption des sujets, avoir les bons sponsors à la fois en opérationnel et en décideur pour que ça soit suivi à tous les niveaux et aussi sponsorisé à tous les niveaux, ce qui est très important. Et la première étape, bien sûr, c'est de faire émerger ces opportunités et construire cette feuille de route data science et analytique. Et pour ce faire, donc toujours garder en tête les 5 dimensions qu'on a présentées auparavant, c'est-à-dire qu'il faut embarquer dès le départ les opérationnels, les faire participer à cette construction, embarquer les stratèges, donc la stratégie de l'entreprise, la mettre en parallèle et choisir ces cas d'usage avec tous les stakeholders qui sont autour de la table. Pour faire cela, on va mapper donc les différentes initiatives qui sont dans les différents départements, donc là mettre en place la finance, la RH, le marketing, l'industrie si on est dans un acteur de l'industriel et construire avec eux cette feuille de route. Ensuite, on va définir donc par notre connaissance business et aussi par leur connaissance à eux quel est cet impact prévisionnel de ces initiatives et nous, de par les différents projets qu'on a menés, la complexité à la fois de mise en place en data science, mais aussi la complexité d'accès aux données, la complexité d'accès de s'assurer que la donnée est de bonne qualité, si la gouvernance de la data en place, qui est aussi une dimension importante, permet de mettre en place ces initiatives et de le mener de bout en bout. Et finalement, sélectionner un ou deux use cases qui vont être prioritaires et quelques use cases qui vont être des quick wins. Les use cases prioritaires vont être celles qui vont avoir un fort impact business et une complexité moyenne. Et les quick wins, ils vont être à impact business assez moyen, donc pas les plus forts, mais une complexité plus faible. Donc c'est celle qu'on peut mener de bout en bout assez rapidement.
l'erreur qui peut être faite dans ce genre de feuille de route, c'est de choisir beaucoup trop de use cases et de commencer plusieurs chantiers en une fois, et donc ça met en difficulté donc le suivi et le pilotage de ces différents sujets. Et le deuxième point, c'est de choisir bien sûr les mauvais sujets et de choisir le mauvais cheval de bataille. Donc nous avons initié ce travail avec notre client du tourisme, et nous avons commencé par mettre en place donc le socle technologique en 2019. Nous avions fini de mettre en place ce socle et ce data lake en 2019, et on l'a mis en place en gardant bien en tête l'étoile du Nord, qui est l'impact métier. Très important, puisque le data lake va servir à la fois le contact, à la fois la gestion de la navigation sur le site internet, va permettre aux opérationnels de comprendre les informations des clients et de les avoir avec une bonne organisation pour contacter les bons clients, pour avoir la bonne information au bon moment, de comprendre les transactions des clients. Donc, garder cette étoile du Nord en tête permet de mettre en place le bon système d'information, mais aussi de choisir les bons use cases. Et ici, nous avions choisi un use case d'augmentation de la promesse relationnelle en mettant en place un programme de contact adapté. Ce qui est intéressant avec ce cas d'usage, c'est qu'aujourd'hui en crise, il a permis à cet acteur, bien sûr, ils ont été touchés très fortement par la crise. Il faut pas dire que ça leur a permis de ne pas être touchés par la crise de manière assez forte, mais il leur a permis de comprendre comment ils vont relancer leur activité dans le futur et d'être prêts pour la relance de manière plus sereine. Ça leur a permis de construire des capacités précieuses pour s'adapter rapidement, pour définir des actions pour le futur, à la fois pour les agences, pour assurer les clients, pour les call centers assez rapidement, et donc de voir ce futur de manière un peu plus sereine que des acteurs qui n'ont pas ces capacités en interne. Et donc ces nouveaux actifs vont être durables pour eux au service d'une croissance très long terme. Néanmoins, bien sûr, il faut accompagner ces actifs, il faut les faire vivre au service d'une feuille de route qui doit être vivante, qui doit être mise à jour. Maintenant, avec la crise du Covid, avec les différents nouveaux enjeux, il faut savoir reprioriser, réhiérarchiser les différents cas d'usage et permettre aux personnes, aux opérationnels de les adopter, et afin d'avoir de nouvelles collaborations en interne qui soient efficaces pour l'entreprise. Et donc mener ces projets, c'est finalement beaucoup de mise en relation des équipes en interne, de faire travailler ensemble des équipes qui ne travaillaient pas forcément ensemble, et qui va constituer un point critique pour faire du changement au niveau organisationnel et permettre l'évangélisation de ces nouvelles méthodes au sein de toute l'entreprise. Et pour finir, donc la gestion des risques dans cette crise du Covid et la détection d'opportunités nous paraissent comme un défi important pour toutes les entreprises, et ils sont au centre des préoccupations des entreprises. On l'a pas mentionné au début, mais crise en mandarin, c'est la contraction de deux mots qui sont danger et opportunité. Donc je trouve que cette contraction est assez intéressante, puisqu'il faut voir dans cette crise l'opportunité et savoir à la fois identifier et résoudre les principaux défis du moment, et encourager les innovations et accélérer les chantiers importants et capitaux pour l'entreprise. Donc, en somme, sortir de ce statu quo pour s'adapter aux nouveaux défis. Parce qu'in fine, en sortie de crise, les comportements des clients, la résilience de la supply chain, la stratégie produit, les différents paramètres vont changer, et les entreprises qui vont savoir utiliser la donnée pour minimiser ces risques, révéler les opportunités en y intégrant la bonne traduction pendant et après la crise, vont gagner en sérénité et avoir plusieurs cordes à leurs arcs pour gérer cette crise de bout en bout. Donc, merci à tous. Est-ce que vous aviez des questions à nous poser? On va balayer les questions qui ont été posées pendant la présentation.
Nous allons vous envoyer à la fin de ce webinaire donc un document qui résume toute notre réflexion autour de la crise du Covid et les chantiers que nous avons fait ressortir en interne et en discutant avec plusieurs de nos clients sur dans différentes industries. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires pour cette session et des questions éventuelles. Exactement. On a des premières questions. Alors, la première que je vous pose est la suivante. Depuis le début du confinement, il a été communiqué que les ventes des produits de beauté ont fortement chuté pour des raisons de fermeture de magasins, mais également moindre utilisation en confinement. Vos analyses chez votre client beauté ont-elles permis de réussir à redresser la tendance, entre parenthèses, si ce n'est pas confidentiel? Donc, bien sûr, il y a revenir au niveau d'avant en temps de crise, c'est pas possible. Mais comme on l'a dit, ce qui était primordial, c'était de s'assurer que les investissements, ils allaient cibler les clients qui étaient encore actifs. Et donc c'est ça qui était vraiment clé ici. Dire qu'on est revenu au niveau d'avant confinement, c'est pas possible. En revanche, tout le travail qu'on fait, c'est de maximiser le potentiel en ce moment, mais surtout de préparer l'après quand les magasins vont réouvrir. Donc on est vraiment dans faire au mieux en ce moment avec le potentiel qui est moindre, et dans un second temps, tout ce qu'on a mis en place, ça doit permettre à l'entreprise pour laquelle on travaille de redémarrer beaucoup plus vite. J'espère que ça répond à la question de la personne. Deuxième question que nous avons reçue, pour les prévisions de vente, comment les scénarios des experts sont-ils croisés avec la partie data science? Qu'apporte la data science par rapport aux prévisions des experts, justement? Alors sur la partie prévision, il y a vraiment un travail itératif entre les experts et les modèles. On va faire et proposer aux différents experts de nos clients différents modèles. Ils vont nous aider à sélectionner les modèles qui leur paraissent comme les plus pertinents ou qui sont les mieux adaptés à leur business. Ensuite, comme dans tous les modèles prédictifs, on peut inclure des courbes de réponse, des variables externes pour nous aider à fine-tuner donc ces prévisions, et ces courbes et ces modèles de variables vont être prises des experts qui vont être opérationnels au sein des entreprises, et on va les inclure dans nos modélisations, et encore une fois un travail itératif avec eux pour valider la sortie de nos modèles et pour valider les hypothèses que nous prenons. Donc l'important ici, c'est de vraiment insister sur ce travail itératif. Donc c'est des allers-retours avec les experts pour pouvoir à la fin converger vers un modèle qui soit le plus pertinent pour eux. Ok. Une autre question, quel type de données économiques et sectorielles sont utilisées pour les prévisions de vente? En référence à l'une des slides que vous aviez présentées, j'imagine. Oui. Alors là, ça va dépendre des secteurs, mais en termes de données économiques, forcément, il y a tous les indicateurs macroéconomiques qui sont à disposition dans la plupart des pays. Donc, ça va être le PIB, le taux de chômage, les indices de consommation, les flux de touristes. Donc, encore une fois, ça va dépendre des industries, mais c'est toujours des indicateurs qu'on regarde. Après, notre rôle, c'est de sélectionner celui qui est le plus pertinent et qui sera le plus facile à utiliser en phase de prédiction. En termes de données de secteur économique, vous pouvez avoir des informations comme la TVA. Si je prends l'exemple de la restauration en France, il y a eu plusieurs changements de TVA dans les dernières années. Forcément, ça a un impact sur les politiques de prix, sur la manière dont les gens consomment. Et donc ça, c'est des données qui sont, disons, externes, mais qui sont importantes à intégrer dans les modèles. Et au-delà en plus de ces données-là, on va avoir un travail en interne, nous, dans les équipes R&D, pour pouvoir construire des variables en hybride en nous basant sur les variables qui sont disponibles en open data, mais aussi aller chercher des variables en open data. Par exemple, l'exemple qu'on a montré au tout début de la présentation sur le trafic, ça peut permettre de créer des proxys ou à minima, si on compare ces données de trafic, par exemple, à Wuhan, qui sont un peu en avance par rapport à notre situation en Europe, on peut construire la courbe de réponse ou de reprise que nous estimons intéressante si on fait des comparaisons des parallèles entre différentes industries. Peut-être un autre exemple concret, si on pense à une donnée macro, c'est la météo.
quand on parle des biens de consommation courants tels que les biens alimentaires, chocolat, boissons gazeuses, bière, etc. On sait que la consommation, elle dépend beaucoup de la météo. Et donc, l'efficacité de vos campagnes médias, elle va aussi dépendre de la météo parce que vous allez avoir des effets de synergie. Donc là, on est encore sur une donnée externe qu'il est important d'inclure dans les modèles. Okay. J'espère que ça répond à la question. J'espère également. Une prochaine question qui est plus sur le côté justesse et fiabilité, on va dire, qui est la suivante. Quelle est la différence moyenne entre les projections issues de vos modèles et le constaté que vous estimez validant les modèles prédictifs que vous avez faits? Alors, il y a la question il faut prendre la question de manière assez différente en temps de crise et on va dire en temps de normal. En temps de crise, on a beau avoir des erreurs très faibles sur le passé, on a une incertitude qui est très forte pour le futur. Donc, il faut savoir être, comme l'a dit Thibaut, assez véloce dans la réaction et dans l'adaptation de nos modèles. Quand on a des R carrés qui s'approchent de 90 ou 92% par exemple, donc qui s'apparentent à des modèles assez prédictifs pour le futur. Nous, en tout cas nos équipes, ne vont pas dire aux clients qu'ils vont être sûrs à 90% de ce qui va se passer dans le futur, parce qu'en temps de crise, on a plusieurs paramètres et on a une situation d'instabilité qui va rendre qu'un changement de paramètres très faibles va avoir un impact très grand dans la prédiction du futur. Néanmoins, le plus important quand on fait des modèles prédictifs, c'est d'avoir un cap donné dans la méthode et dans la stratégie de prévision pour que les décisions soient cohérentes. Qu'il s'agisse de modèles prédictifs ou de modèles descriptifs, par exemple sur du MMO, il faut avoir une stratégie qu'on suit de bout en bout pour que les décisions qu'on va prendre quand on va s'apercevoir d'un changement de direction dans le constaté soient cohérentes avec les modèles. C'est-à-dire que ne pas changer, par exemple, de méthode de modélisation en cours de route parce qu'on se rend compte que les modèles sont assez loin de la réalité. Regarder les trends aussi est important versus regarder des valeurs absolues puisqu'on est quasi certain et on ne se prétend pas on ne prétend pas que nos modèles vont être prédictifs pour le futur. Et je pense qu'il n'y a pas une approche data science qui va prédire exactement ce qui va se passer dans le futur. Ok. Une question sur la granularité. Quelle est la granularité géographique des données pandémiques et météorologiques que vous utilisez? Alors, sur les données météorologiques, ça dépend des modélisations qu'on fait. On a un exemple, par exemple, dans la mobilité, on va utiliser des données par région, par exemple en France, quand on va faire des modèles par concession pour de l'automobile et essayer d'estimer le flux de visiteurs sur ces concessions. Donc là, on va aller à la granularité par région. Pour définir un peu ces prévisions. Quand on va s'intéresser à des modèles plutôt de pays, on va essayer d'agréger ces variables-là. Et pour les données pandémiques, là, c'est difficile. Il faut à la fois, donc si on rentre dans le détail technique, il faut à la fois faire un matching entre les différentes régions si on essaie de comparer, par exemple, ce qui s'est passé en Afrique ou en Asie dans les années 2010 avec ce qui se passe aujourd'hui, essayer de voir un peu quelles sont les régions qui s'approcheraient le plus de la réaction actuelle en Europe, donc faire des segmentations de ces régions-là, s'approcher donc des pays européens et ensuite zoomer sur ces régions. Donc il faut mettre en place la bonne méthodologie de comparaison et choisir le bon scope de comparaison et notamment pour les données météorologiques et pandémiques qui sont ouvertes, on a le choix d'aller vraiment dans des granularités fines. Ce qu'on ne veut pas, par contre, c'est aller dans des granularités tellement fines qu'on toucherait un peu aux limites de ce que nos modèles peuvent apporter. On préfère toujours rester à minima sur soit des régions qui sont très denses où on a une surface qui est grande pour pouvoir avoir des enseignements qui soient intéressants. Après, la réponse va aussi dépendre des questions et des besoins du client. Si on travaille pour un acteur du retail
français qui a 200, 300 magasins en France, là on va chercher à avoir une granularité assez fine, assez locale. Alors que si on est dans l'exemple que je présentais tout à l'heure pour un acteur du retail, où là on est plus sur une allocation des budgets entre pays et grandes catégories de produits, on a moins cette nécessité d'être très très fin. Et donc là on va plutôt travailler avec des données macro à un niveau national. Donc voilà, ça dépend vraiment à la fois des questions et puis ensuite des données à disposition et de la confiance qu'on a dans la capacité à représenter la réalité. Parfait, merci. Deux dernières questions qui nous ont été remontées et pour les autres personnes, je vois le temps passer. Pour les autres personnes, on vous répondra par la suite par mail. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous remonter toutes vos questions. Donc, l'avant-dernière, en termes de modélisation, vous mentionnez une proximité avec une crise semblable à celle d'une sortie de crise proche de celle post-Seconde Guerre mondiale. Cependant, il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de données accessibles à cette époque-là, et même certains de nos clients n'avaient pas forcément de marché à ce moment-là. De vos clients, pardon, n'avaient pas de marché à ce moment-là. Comment est-ce que vous avez fait finalement pour vous adapter à ces hypothèses? En gros, le travail qui va être fait pour comprendre comment inclure ces comparaisons, c'est la première étape, c'est de définir quelles sont les limites. Et donc, dans ces limites, c'est de voir nos acteurs, s'ils avaient des marchés à ce moment-là, ou bien des acteurs similaires, s'ils avaient des marchés à ce moment-là, et d'essayer d'en tirer des conclusions. Ce qui est le message aussi qu'on aimerait faire passer, c'est que les comparaisons peuvent être faites, mais elles ne doivent être faites qu'à un certain niveau, c'est-à-dire qu'on va pas dire c'est comme la Deuxième Guerre mondiale, donc on va appliquer exactement ce qui s'est passé post 45 à ce qui va se passer aujourd'hui. Il faut en tirer les enseignements, mais aussi savoir quelles sont les limitations. Et c'est comme ça qu'on donne des modèles qui sont plutôt fiables et non pas des modèles qui sont basés sur des hypothèses arbitraires. Et donc, effectivement, quand on a des clients qui n'ont pas de business pendant la Seconde Guerre mondiale, on cherche d'abord à voir s'il y a des clients des industries similaires, donc aller à la maille industrie ou aller à la maille des clients qui leur ressemblaient. Et sinon, on ne va pas faire ce parallèle avec eux, notamment. Mais encore une fois, on s'en sert avant tout pour avoir une idée des scénarios de reprise économique et des grands indicateurs qui sont des données d'entrée du coup dans nos modèles prédictifs. Si on prend une crise un peu plus récente, celle de 2008, et qu'on prend le secteur de l'automobile, il y avait eu énormément d'aides gouvernementales qui avaient été mises en place à la suite de cette crise pour soutenir l'industrie. Donc ça, c'est des choses, on se dit que c'est quelque chose qui peut réapparaître pour soutenir le secteur de l'automobile. Et donc là, on peut apprendre d'une crise un peu plus récente, même si elle n'avait pas le même impact que celle qu'on vit aujourd'hui. Ça va nous apprendre à voir comment les différents acteurs ont réagi à la crise, comment ils ont profité des aides gouvernementales pour proposer des prix attractifs. Et donc, c'est aussi ces éléments-là qui vont nous permettre de créer nos différents scénarios. Okay, merci. Dernière question, du coup, ce que je vois leur défiler. Dans le cas de produits également disponibles en ligne, une analyse de consolidation pendant cette crise permet de solidifier le socle pour redémarrer ensuite. Mais dans le cas du secteur du tourisme et de la restauration, quelle solution d'analyse avez-vous pour une activité zéro? Ouais, bon, là, en termes d'analyse sur le moment de la crise pour le secteur de la restauration et le tourisme, c'est sûr que ça va pas être le moment où on va les aider à faire exploser leur chiffre d'affaires parce que de toute façon, l'activité est interdite. Je pense que l'exemple d'Abdou était intéressant sur l'acteur du tourisme parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place avant la crise qui devait les aider à opérer de manière plus efficace et à toucher leurs clients à fort potentiel. Ce qu'on a vu, c'est que effectivement pendant la crise, le fait d'avoir ça, finalement, ça va pas changer leur chiffre d'affaires parce que de toute façon, il n'y a aucune prise de commande qui est faite. En revanche, se dire qu'en sortie de crise, ils seront capables d'attaquer les bons clients, de les activer comme il faut, de faire des promotions là où il y a du potentiel, c'est ça que notre analyse permettra de faire. Donc on est plus pour ces acteurs-là dans un accompagnement de transformation et de travailler au futur que dans la gestion de crise en ce moment.
Effectivement, l'idée, c'est de pouvoir accélérer des chantiers et de profiter de ce moment de crise pour hiérarchiser les cas d'usage et les initiatives et en lancer quelques-unes et les accélérer de bout en bout. Et comme le disait Thibaut, ça permettra d'être plus serein sur le futur. Après, le dernier point sur ces questions-là, quelque chose qu'on n'a pas mentionné beaucoup ici, mais à laquelle on est aussi attaché, c'est de pouvoir utiliser les surveys et des notions d'analyse, de tendance pour pouvoir essayer à minima, comprendre ce qui va se passer dans le futur, ce qu'on appelle listen to the customer, donc à la voix du client, et comprendre un peu quels vont être ses comportements pour pouvoir avoir les bonnes priorités pour le futur. Mais encore une fois, c'est toujours pour nous tourner vers le futur dans le cadre des acteurs du tourisme. Merci à tous les deux. Avant de partir, pour les participants, sachez que vous pourrez retrouver dans la section documents que vous avez juste maintenant sur votre écran, un PDF présentant notre réponse spécifique justement face à cette crise du Covid-19, qui je pense sera un bon complément à ce webinaire. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux ce matin. On espère que ce webinaire a répondu à vos attentes. N'hésitez pas évidemment à nous faire part de vos commentaires sur cette session et évidemment toute question éventuelle que vous n'avez pas forcément eu l'occasion de poser, soit dans le sondage ou soit par mail. Vous avez nos coordonnées juste ici. Donc voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci à tous. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée.